Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'émission Plateau de la semaine. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Nous continuons nos réflexions sur l'impact que la Covid-19 a sur la vie de nos communautés et des individus. Ainsi, aujourd'hui, nous allons examiner l'impact psychologique que le nouveau coronavirus a sur la vie de tout un chacun de nous. Quels sont les impacts psychologiques de la crise du coronavirus sur la population? Comment ne pas céder à la panique? Isolement, quarantaine, restriction de certaines libertés, comment vivre ces situations? Et surtout, en quoi consiste la prise en charge médico-psychologique du Covid-19? Pour en parler, nous recevons cette mi-journée le docteur Kaka Kalina, psychologue clinicien et de la santé, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, membre du directoire de la commission ad hoc de riposte à la pandémie de Covid-19 de l'Université de Lomé. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci d'être là. Non, c'est tout un plaisir pour moi. Voilà. C'est à moi plutôt de vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci. Alors, quand on dit psychologie, à quoi fait-on référence? Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas dans un amphi, bien dans une salle de cours, mais je vais essayer de donner une idée qui permet aux gens de pouvoir nous suivre. À tout le monde de pouvoir comprendre. Voilà. Oui. Donc, quand on dit la psychologie, d'abord c'est une discipline scientifique. C'est une discipline scientifique. Et cette discipline étudie le comportement et les fonctions mentales. Donc c'est une discipline scientifique qui étudie le comportement et les fonctions mentales. Alors, généralement on dit le comportement. De quoi il est question? C'est vrai que moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui ne sachent pas ce qu'on appelle comportement, mais je vais essayer de dire simplement que le comportement, c'est un acte, c'est une action. Vous voyez? Donc tout ce que nous faisons constitue le comportement. Alors j'ai dit que la psychologie étudie les fonctions mentales. En réalité, c'est le vrai objet d'étude de la psychologie. Mais comme les fonctions mentales ne sont pas observables, pour le faire, il faut passer par l'étude du comportement. Voilà pourquoi, pour faciliter la compréhension, c'est l'étude du comportement et des fonctions mentales. Et quand on dit fonctions mentales, il s'agit généralement des fonctions cognitives, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mémoire, l'attention, la concentration. Pour résumer, tout ce qui permet à l'individu de pouvoir enregistrer les informations, les traiter et puis résoudre des problèmes. Alors, il y a aussi les fonctions affectives. Là, elles concernent les émotions, les sentiments, l'humeur, et les fonctions cognitives, tout ce qui relève de notre motivation et un certain nombre de choses. Et à cela, on va ajouter les fonctions psychobiologiques, c'est-à-dire les fonctions qui sont régies à la fois par le psychisme et le physiologique. Et là, nous avons les conduites alimentaires, le sommeil, nous avons les conduites sexuelles et pas mal de choses. Ouais, donc, c'est beaucoup de choses. C'est tout un ensemble. Voilà. Et quelle perception psychologique du Covid-19 aujourd'hui? Alors là, bon, je pense que vous rentrez dans le vif du sujet de la Covid-19. Là, effectivement, ce que l'on peut dire par rapport à la perception, c'est que là, elle est variable. Elle est variable selon les individus. Alors, il y a ceux-là qui pensent que la Covid-19 est une affection très dangereuse, extrêmement mortelle, et une affection qui est très transmissible, contagieuse. Il y a ce groupe. Il y a ceux-là qui pensent que Covid-19, c'est une affection, bien une maladie comme toute autre. Il y a enfin ceux-là qui pensent que Covid-19 est une constitution imaginaire, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne croient même pas du tout à l'existence du Covid-19. Donc c'est variable. Vous voyez? Donc en fonction de cette perception, nous pouvons anticiper pour dire que les individus n'auront pas la même façon de se comporter par rapport à tout ce qui se dit et à tout ce qui se fait. Voilà. Donc plusieurs perceptions, plusieurs comportements face oui, bien sûr, au Covid. Les fonctions mentales dont je vous ai parlé vont influencer
le comportement de l'individu. Vont influencer la prise de décision chez l'individu. Voilà. Et alors, en tant que psychologue, quelle analyse faites-vous de la vitesse de propagation exceptionnelle de ce virus-là? Bon, c'est vrai que c'est, comme vous venez de le dire, tout le monde a été surpris par la manière dont cette affection s'est répandue dans le monde entier. Et ce que l'on peut dire, c'est que ce sont les modes de transmission de cette affection qui permettent de comprendre comment elle s'est répandue très rapidement. Vous voyez un peu vous voyez la proximité au niveau des relations sociales. Vous voyez? Et puis le fait que lorsque nous échangeons, nous discutons entre nous, nous émettons des gouttelettes qui peuvent être chargées de ce virus qui se transmet. Donc les modes de transmission de ce virus fait que Covid-19 s'est vraiment répandu dans le monde entier à une vitesse, si vous voulez, vraiment très rapide. Et tout cela aussi dépend de notre mode de vie. Vous voyez comment nous sommes, nous vivons en communauté. Vous voyez, nous sommes tout le temps proches les uns des autres. Et quand on analyse dans certains pays les modes de transport, vous voyez, les habitations, les logements, tout ça. Donc, franchement, nous sommes en interaction régulièrement. Et ça fait qu'une fois qu'une personne est porteuse de ce virus, alors c'est facile qu'elle puisse le transmettre à beaucoup d'autres personnes. Et au fur et à mesure, ça se répand. Et voilà un peu ce que je peux dire. Voilà. Et pandémie du nouveau coronavirus, quel effet psychologique? Les effets psychologiques sont nombreux. Je vais vous citer les principaux. Alors, généralement, comme c'est une affection qui est décrite comme étant dangereuse, vous voyez, comme je l'avais dit tantôt, dangereuse, extrêmement contagieuse. Alors, il y a la peur que cette affection suscite chez les individus. La peur de mourir, la peur de contracter le virus, la peur de le transmettre aux proches et au sein de la communauté. Alors, maintenant, pour des personnes qui sont porteuses de ce virus, mais elles ont peur de ne pas pouvoir s'en sortir. J'ai déjà parlé de la peur de mort, mais elles ont peur de ne pas pouvoir être prises en charge convenablement, de ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement qui leur permette de s'en sortir. Donc, c'est le côté de la peur. Alors, l'autre aspect, il y a le stress. Les gens sont stressés par ce qui se passe. Et nous reviendrons, je sais que probablement nous parlerons du stress. Donc, les gens sont stressés par tout ce qui se passe. Au-delà des mesures contraignantes, il y a aussi tout ce qui se passe, comme tout ce qui est véhiculé sur cette affection, qui peut légitimement créer du stress chez les individus. Il y a l'anxiété. Et puis, il y a le sentiment d'impuissance, le sentiment d'incertitude par rapport à l'avenir. Il y a les troubles du sommeil. Alors, quand il parle de troubles du sommeil, alors, il y a certains qui dorment moins, il y a d'autres qui dorment plus. Il y a aussi d'autres encore qui dorment beaucoup, mais ne se sentent jamais reposés parce que voilà, le sommeil là n'est pas réparateur. Donc, ça devient trouble du sommeil. Et il y a bien d'autres choses. Vous voyez un peu. Donc, ce que je vais ajouter à ce niveau, c'est que, alors, les effets psychologiques dépendent des individus. Donc, sont variables en fonction des individus. Donc, la manière dont moi je vais ressentir cette affection et réagir peut ne pas être de la même façon qu'une autre personne, et ainsi de suite. Donc, les effets sont variables en fonction des individus. Voilà. Mais quelle différence entre stress, anxiété et puis peur? Alors, quelle est la différence entre stress, anxiété et peur? Alors, la peur, c'est la crainte d'une chose qui est réelle. Oui. On a peur de quelque chose. Mais quand on est anxieux, on a peur. Oui, donc on a peur de quelque chose. Donc la peur est reliée à un objet qui peut être concret, qui est souvent concret. Mais même si dans certains cas, la peur, et ça rentre dans ce qu'on appelle l'angoisse, peut être reliée à quelque chose d'imaginaire. Maintenant, quand on parle de l'anxiété, alors pour faire simple, c'est
le sentiment d'inquiétude. C'est la sensation que quelque chose de dangereux, quelque chose de grave va arriver ou bien pourra arriver. Mais là, c'est vague. Il n'y a pas un objet précis qui cristallise cette anxiété. Même si, parce que si cette anxiété est reliée à un objet concret, là on pourra qualifier de peur, de quelque chose, ainsi de suite. Maintenant, le stress. Alors, le stress, au niveau du stress, on a deux niveaux de choses. Il y a d'abord les réactions de quelqu'un, d'une personne qui note un changement dans sa façon de faire, dans sa façon de penser et dans sa façon de voir les choses. Et cette réaction, bien plutôt, ce changement de réaction est relié à quelque chose. Donc, dans le stress, il y a deux choses. Il y a les facteurs de stress, il y a les réactions de l'individu. Généralement, c'est que l'individu se dit, mais l'individu arrive à difficilement gérer la situation. Ou bien l'individu se sent dépassé par la situation pendant un temps et qui est variable aussi. Et là, la personne va réagir d'une certaine façon, se comporter d'une certaine façon. Voilà un peu les nuances. Mais, tout à fait. Mais on dirait que les trois notions se recoupent. Voilà. Donc, ces trois notions se recoupent au niveau des manifestations. Isolement, quarantaine, restriction de certaines libertés, quelles conséquences sur les comportements humains? C'est vrai que vous touchez là un point sensible, un point qui a cristallisé pas mal de débats au sein de la population, parce que d'un côté, il y a ce que les pouvoirs publics prennent comme mesure, décision pour protéger la population. Il y a de l'autre, il y a de l'autre côté la liberté à laquelle beaucoup de personnes aspirent. Vous voyez que vraiment il peut y avoir de conflits à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais dire? Mais il y a des effets certains. Quand nous prenons la mise en quarantaine, quand nous prenons le confinement, là ce sont des expériences difficiles pour des personnes. Parce que, premièrement, vous voyez, ces personnes sont coupées de leur réseau social. Ces personnes sont coupées de leurs relations sociales. Et là, déjà, c'est un problème. Parce que cela va créer, isolement dans l'isolement, si vous voulez. Et ça engendre de l'ennui. Les gens vont être ennuyés. Parce que, être là sur place sans bouger, sans faire un certain nombre de choses, ne plus travailler comme d'habitude, ça pose un problème. Alors, l'autre conséquence, nous revenons au stress. Ça va stresser les individus. Les gens seront aussi anxieux. Ils vont développer de l'anxiété. Et si, par exemple, quand on prend la quarantaine ou bien le confinement, si cela dure dans le temps, les gens pensent que ça peut déboucher même sur des troubles psychologiques beaucoup plus graves. Parce que là, les gens, même il y a eu des cas où on a noté la perte de repères chez certaines personnes. Il y a eu des cas aussi de tentatives de suicide, des cas de suicide, parce que les gens étant quelque part confinés, ne sachant quoi faire, d'autres pensent que la solution c'est de pouvoir, c'est d'en finir avec la vie. Voilà, donc, d'autres effets sont là. Quand nous prenons le cas concret du Togo, nous n'avons pas fait, nous ne sommes pas allés à une situation de confinement complet, mais il y a eu le couvre-feu, et un certain nombre de choses. Donc, les gens ont dit qu'ils étaient stressés, c'est vraiment stressé. Et je me rappelle, lors d'une émission de télé ou bien de radio, il y a des gens qui ont appelé pour dire que franchement, le couvre-feu c'est très contraignant. Dès que 16h sonne ou bien 17h, les gens sont devenus hyper vigilants parce qu'ils doivent prendre un certain nombre de mesures pour entrer. Donc, pour dire que ces mesures, quand bien même elles sont salutaires, parce qu'elles permettent de nous mettre à l'abri de cette affection et de protéger les autres, mais il y a aussi au niveau individuel le fait que ces mesures dérangent un peu, mais nous devons choisir ce qu'on appelle souvent le moindre mal. Le moindre mal, c'est d'accepter et d'observer ces mesures pour notre propre survie et celle des autres. Maintenant, il y a un élément aussi qui est ressorti, ce n'est pas des propos des individus, mais dans certaines études, il est ressorti que quand on prend le confinement, il a aussi un côté positif. C'est-à-dire que cela amène les gens à être beaucoup plus proches. Parce que
ouais, avec les activités quotidiennes, c'est pas tout évident. Mais ça permet aux gens d'être aussi attentifs à leur santé et de prendre des mesures pour se protéger, se soigner, ainsi de suite. Mais sans oublier que quand les gens sont confinés, même si cela peut permettre beaucoup plus de rapprochement, même si cela peut permettre de faire un certain nombre d'activités qui étaient laissées de côté par manque de temps, mais il y a le fait que cela engendre des conflits conjugaux, des difficultés avec les enfants et un certain nombre de choses, parce que là c'est comme si certaines personnes maintenant sont en train d'apprendre à vivre ensemble. Vous voyez, c'était facile de filer à son boulot et de revenir à une heure où les autres sont déjà couchés et bien très occupés, mais cette fois-ci, le fait d'être là ensemble tout le temps, ça peut créer des problèmes. Vous voyez, donc les effets sont nombreux et ces effets sont variables dans le temps, ces effets sont variables en fonction des individus. Mais il y a une chose, si je ne le dis pas, ça peut me créer des problèmes. Alors, le stress, l'anxiété, la peur sont normales dans une certaine proportion. C'est normal d'avoir peur quand on est confronté à un danger. Ça nous permet de nous protéger, de nous défendre. C'est normal d'être anxieux parce que quand on sait qu'il y a une contrainte, là, on doit prendre des dispositions. Vous voyez, c'est normal d'être stressé jusqu'à un niveau parce que cela permet de maintenir un niveau suffisant de performance et de choses. Mais cela devient très dangereux dans deux situations suivantes. Lorsque l'individu n'arrive pas à gérer le stress, la peur et autres, c'est un problème. Et lorsque cela dure dans le temps, et quand ça dure dans le temps, finalement l'individu va finir par s'épuiser et peut développer des troubles psychologiques et même des troubles psychiatriques. Bon voilà, vous voyez, donc pour dire que franchement, c'est une question de dose, c'est une question de durée de ces manifestations ou bien de l'exposition à tout cela. Alors, docteur, comment évaluer et gérer le risque? Alors, c'est vrai, on n'est pas atteint, mais on sait que le risque est là. Voilà. Comment le gérer? D'accord. Donc, là, je comprends très bien votre question maintenant. Il s'agit de risque de contamination. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est vrai. Alors, est-ce que je vais dire que le virus se promène partout? Je ne peux pas oser le dire. Je ne peux pas oser le dire. Mais une chose est sûre, le virus est dans notre communauté. Parce qu'au départ, la première personne plutôt qui avait été testée positive était pour la grande partie des voyageurs, des gens qui sont revenus d'autres pays ou bien les gens qui étaient en déplacement. Mais aujourd'hui, quand on analyse bien le profil des personnes qui sont porteuses de ce virus, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne se sont jamais déplacés. Donc ça veut dire que le virus est au sein de notre communauté. Mais étant donné que nous n'avons pas la possibilité de détecter ce virus à l'œil nu, vous voyez, donc ça veut dire qu'il est compliqué de savoir qui est porteur de ce virus et qui ne l'est pas. Mais ensuite, étant donné le temps d'incubation, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que le virus là cause des dégâts et les manifestations de la maladie commencent à se faire voir. Donc quand on commence par repérer les manifestations de la maladie, ça veut dire que le virus a passé un temps dans notre corps et a causé des dégâts. Ça c'est les spécialistes comme ça qu'ils l'expliquent. Donc étant donné que ce temps varie, au départ on dit ça peut aller jusqu'à 14 jours. Mais après on dit non, attention, ça peut dépasser 14 jours. Vous voyez, durant tout ce temps, si les personnes ne manifestent pas la maladie, il va être difficile de savoir quel est porteur de ce virus. C'est seulement au laboratoire et le médecin, bien le technicien de laboratoire, après l'analyse, tout ça, qui pourra nous dire que cette personne est porteuse de ce virus. Donc, dans ce cas, ça veut dire que la perception du risque n'est pas facile. C'est-à-dire plutôt, je voudrais dire, la détection des personnes qui portent ce virus n'est pas facile. Donc, nous devons nous méfier de tout le monde. Mais nous méfier de tout le monde, ça ne veut pas dire rejeter les gens ou bien nous écarter. C'est-à-dire observer toujours la distanciation sociale telle que nous le sommes. Vous voyez comment nous sommes sur ce plateau. C'est ce qui a fait que nous n'avons pas porté de navette. Tout à fait. Donc, nous devons toujours observer cette distanciation
et observer également les autres mesures de protection. Parce qu'il est difficile de détecter les personnes qui sont porteuses de ce virus. Voilà. Donc en le faisant, ça veut dire que là, nous prenons des mesures. Donc la seule évaluation que nous faisons, c'est que, bon, attention, toute personne est susceptible de porter ce virus. Dans ce cas, je prends mes mesures parce que vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Le fait d'entendre continuellement parler de la pandémie, du bilan qu'on fait, du bilan des personnes infectées, des guéris et surtout des morts, peut être aussi source d'anxiété. Alors, comment prendre soin de soi et des autres dans ce cas-là? D'accord, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que l'une des sources importantes du stress, de l'anxiété, de la peur, est sans nul doute l'exposition continue aux informations qui sont véhiculées sur la COVID-19. Alors là, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont, si vous voulez, très sensibles. Vous voyez, il y a d'autres qui sont psychologiquement fragiles. Et cela fait que lorsque les personnes-là entendent continuellement certaines informations, souvent alarmantes, souvent erronées, donc cela va amplifier chez elles le stress, l'anxiété, la peur. Parce que là, c'est sûr. Donc, c'est une source importante. Maintenant, comment se protéger? Alors là aussi, il faudrait que je me précise une chose. Je parle là des informations erronées. Si l'information est fiable, elle est suffisamment travaillée et elle ne va pas produire autant d'effets. Même si, par rapport à la nature de chaque personne, on peut réagir d'une manière ou d'une autre. Donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner les sources fiables d'informations. Et la deuxième chose, réduire notre exposition aux informations sur COVID-19. Donc, c'est-à-dire chercher les informations nécessaires, parce que c'est important. Maintenant, pour protéger les autres, ça veut dire que nous devons faire l'effort de ne pas transmettre n'importe quelle information que nous recevons. À partir du moment où nous ne sommes pas sûrs de la véracité, à partir du moment où nous ne sommes pas sûrs de la source de l'information. Vous voyez, donc, c'est important de faire ce travail-là pour que ce soit ainsi. Et là, nous devons aussi parler à ceux qui nous sont proches pour les sensibiliser sur la question, afin que chacun prenne des dispositions nécessaires pour limiter l'impact des informations. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a aussi, parfois c'est nécessaire de marteler un certain nombre d'informations pour des gens qui sont un peu dans le déni, ceux qui banalisent beaucoup de choses. Malheureusement, vous voyez, comme nous sommes différents, il est aussi difficile de trouver le juste milieu. Voilà. Voyons à présent dans ce document l'impact psychologique du coronavirus avec Augustin Kossi. Attention à nos émotions pour ne pas céder à la psychose. Ce que l'on voit, entend et lit à propos du Covid-19 affecte aussi émotionnellement. De la peur chez certains, de l'angoisse chez d'autres. La pandémie au coronavirus engendre de la psychose. La situation est certes effrayante, mais dans ce contexte précis, le recours aux ressources psychologiques est recommandé. Les plus importantes à énumérer sont la gestion des émotions et notamment l'une capitale que nous appelons la peur, encore la psychose. Elle est fondamentalement à éviter pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'on a des crises comme celle-là à gérer, il faut beaucoup de discipline pour pouvoir assurer une certaine facilité à réguler la conduite de masse. Mais lorsqu'on a peur à tout va, lorsqu'on a peur à tous les coins de rue, on a du mal à orienter les comportements, on a du mal à suivre les instructions. Et la seconde raison pour laquelle il ne faudrait pas céder à la psychose, elle est individuelle. Et lorsque nous allons bien dans la tête, nous donnons des chances à notre système immunitaire de nous protéger contre les microbes. Lorsque nous n'allons pas bien, le physiologique aussi suit, il va également moins bien. Donc pour toute personne contaminée ou pas, dès lors qu'on est bien dans sa tête, qu'on ne s'installe pas dans la peur, on est enclin soit à ne pas faire la maladie, soit à
soit à en guérir lorsqu'on on rentre en contact avec le virus. Ce qui importe donc, c'est la façon dont on fait face à la crise sanitaire. Une pandémie qui se propage de façon vertigineuse et met à l'épreuve l'existence humaine. En cette période, il y aura de la colère chez certains, il y aura de la peur même est une colère, il y aura de la haine vis-à-vis de pourquoi tel se comporte comme ça, pourquoi tel se comporte comme ça. Nous devons être attentifs à nos émotions pour faire en sorte que ces émotions soient les plus positives possibles. Les émotions dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la haine, ce n'est pas le mépris, ce n'est pas la méchanceté, le contentement, se contenter de ce qu'on a maintenant pour survivre et avancer. Voilà les ressources psychologiques qui peuvent nous permettre, ensemble en tant que communauté nationale, à affronter individuellement et collectivement le virus. En sachant que surveiller nos émotions est très important. Il faut qu'on fasse attention à ne partager que des choses utiles. Et que veut dire confinement? Que veut dire isolement? Que veut dire quarantaine? Pourquoi est-ce que les nations demandent cela à leur population? Et si nous aussi, nous devrions respecter des consignes des autorités sanitaires et de riposte dans notre pays, savoir que le respect de ces consignes n'est que pour notre bien. La gestion des émotions, le respect des mesures barrières, des comportements à désormais intégrer dans nos mœurs pour une lutte efficace contre le Covid-19. La lutte contre cette pandémie est une affaire de toutes et de tous. Les autorités et les gouvernants feront leur possible, mais si chaque citoyen comprend sa responsabilité dans la bataille que nous allons mener, nous aurons les comportements adéquats pour venir à bout de ce virus. Et les comportements adéquats, c'est de ne pas céder à la psychose, c'est de surveiller nos émotions, identifier les émotions négatives que sont la tristesse, le regret, la culpabilité, la peur, et de nous enduire des bonnes émotions que sont la compassion, l'amour, le partage, en ces moments où nous avons besoin de nous réinventer psychologiquement, à la fois pour suivre les plus fragiles, ceux chez qui on aura des troubles psychosomatiques avérés, ou même des troubles psychologiques réels que sont la dépression et l'anxiété à prendre en charge, que toute la communauté nationale puisse être à même de donner une réponse adéquate au plan des ressources mentales face à ce virus pour que nous puissions aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est limiter la propagation du coronavirus et en finir avec le Covid-19. Et le mot d'ordre reste se protéger pour se sauver et sauver la vie de l'autre. On revient sur ce plateau, docteur. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de confinement dans notre pays, comme vous l'avez dit. Mais la situation de pandémie aurait des effets sur le sommeil. Vous l'avez évoqué un peu plus haut, selon certains observateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai. La fonction de veille est beaucoup influencée par les facteurs émotionnels. Facteurs émotionnels et bien d'autres choses. C'est vrai qu'il y a les aspects biologiques qu'on ne peut pas négliger, mais dans ce contexte, le contexte que vous évoquez, vous voyez que la pandémie est tellement chargée, hein, les informations sur la pandémie et tout ce qui est pris comme mesure pour juguler la crise et contrer l'expansion de ce virus est chargé d'émotions négatives. Donc à partir du moment où l'organisme est soumis aux émotions négatives, à partir du moment où l'organisme est soumis aux sentiments négatifs, ben cela perturbe pas mal de choses, y compris la fonction de veille, le sommeil, un certain nombre de choses. Et comme je l'avais dit, alors dans ce contexte, il y a des gens qui ont des difficultés, qui éprouvent des difficultés, hein, à bien dormir. Donc, des difficultés à bien dormir, ça veut dire que certains ont beaucoup de difficultés à s'endormir, d'autres ils se réveillent constamment durant la nuit, ou bien il y a des gens, c'est le matin, c'est le petit matin que les autres ne commencent pas à dormir, et un certain nombre de choses. Et par contre, il y a d'autres qui, eux autres, dorment trop, dorment au-delà de la norme. Donc, effectivement, cette pandémie a beaucoup d'effets, y compris sur
la qualité et la quantité de notre sommeil. Voilà. Des études ont montré également qu'en cette période, des femmes subissent des violences conjugales. Comment comprendre cela? Il y a une femme qui a même témoigné dans l'émission Bonjour Santé sur Canal+, que son mari, n'ayant pas le même revenu que par le passé, a commencé par la battre. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Oui, alors vous avez vous-même avancé une part d'explication. C'est pas parce que nous n'avons pas les moyens qu'il faut battre quelqu'un. Voilà, donc ça veut dire que la pandémie, avec tous les effets, y compris le stress économique, y compris la restriction des déplacements, y compris le fait que les gens soient ensemble, et dans bien de cas, fort heureusement, peut-être que ce n'est pas trop la situation dans nos pays, dans bien de cas, les gens s'entassent dans des locaux aussi étroits. Vous voyez un peu cette promiscuité, et bien d'autres choses vont faire que les gens vont, certains qui sont, vous voyez, qui sont un peu de nature agressive, vont perdre le contrôle de leur fonctionnement psychologique, vont perdre le contrôle de leur comportement et passer à l'acte agressif. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils n'arrivent pas à gérer le stress, parce qu'une autre conséquence du stress, c'est aussi l'agressivité, c'est aussi la colère. Voilà, donc les personnes stressées peuvent être enclines à beaucoup plus d'agressivité, de violence, et ce genre de choses. Mais au-delà, il y a le fait que ça réveille aussi des conflits anciens, qui étaient latents, qui étaient larvés, ou bien que les gens évitaient. Maintenant qu'ils ne peuvent pas éviter, ils ne peuvent plus utiliser la stratégie d'évitement. Les gens sont obligés d'être ensemble, de se côtoyer. Cela va faire émerger, cela va faire éclore les conflits anciens. Il y a aussi le fait que dans certains couples, les gens n'ont pas eu suffisamment de temps de se connaître, quand bien même ils habitent ensemble. Maintenant que l'occasion leur est malheureusement offerte pour être ensemble, ils apprennent à découvrir certains pans de leur fonctionnement, du caractère de l'autre. Les gens n'arrivent plus à se supporter davantage. Et sans oublier la gestion des enfants qui va venir s'ajouter à tout cela. Et ça peut créer, ou bien ça peut amplifier les violences conjugales, les conflits conjugaux, et même la violence envers les enfants. Tout à fait. Alors, nous avons évoqué le risque au cours de cette émission. Alors, est-ce qu'il y a des personnes à risque? À risque d'être infectées? Est-ce qu'il y a des personnes à risque par rapport au risque que nous avons évoqué? Risque d'infection. Tout à fait. Oui, il y a des personnes à risque. Il y a des personnes à risque simplement parce que au sein de la population, il y a certaines personnes qui s'exposent. Alors, je prends le cas le plus flagrant des personnes qui banalisent, des personnes qui ne croient même pas à l'existence de cette affection. Alors, vous voyez que ces personnes ne vont pas prendre des mesures pour se protéger. Moi, je suppose que ces personnes sont à risque parce que à tout moment, elles s'exposent. Elles s'exposent au risque d'être contaminées, ainsi de suite. Deuxième chose, alors il y a les personnes qui ont la charge des gens qui sont malades, ou bien qui sont affectés, qui sont plutôt infectés par ce virus. Vous voyez, si on prend dans cette catégorie les soignants, quand on prend dans cette catégorie les agents du service d'hygiène qui se chargent d'entretenir les structures qui sont dédiées à la prise en charge des personnes qui ont la COVID-19, quand on prend en compte les ambulanciers et pas mal d'autres personnes, alors le risque c'est que ces personnes côtoient, vous voyez, des lieux qui sont infectés par ce virus. Et d'autres choses, il y a les personnes qui sont psychologiquement malades. Parce que ces personnes ne peuvent pas être en mesure
de comprendre ce qui se passe et de prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger les autres. Voilà un peu ce que je veux dire par rapport à ça. Mais en cas d'infection, on a le sentiment d'être une personne à éviter. Alors, comment gérer ce sentiment-là? Beaucoup de personnes guéries de cette affection ont témoigné. Ont témoigné lors de plusieurs émissions qu'elles font l'objet de stigmatisation. Alors donc, vous voyez les gens, enfin, c'est la peur dont je vous ai parlé. La peur d'être contaminé fait que toute personne qui est associée à ce virus fait l'objet malheureusement de rejet et d'un certain nombre de comportements stigmatisants, discriminatoires, ainsi de suite. Mais il faudrait qu'on appelle à l'attention de nous tous que les personnes qui ont Covid-19 ou bien les personnes qui en sont guéries ne doivent pas faire l'objet de stigmatisation. Alors, nous devons prendre les mesures qui s'imposent et toujours maintenir une relation avec ces personnes pour que ces personnes se sentent, pour celles qui sont guéries, à l'aise dans leur peau pour être bien réintégrées dans leur famille et dans leur société. Mais la peur d'être contaminé explique en grande partie le fait que les gens ont tendance à rejeter. Maintenant, pour les personnes qui sont rejetées, légitimement, elles en souffrent énormément et elles doivent faire l'effort pour y faire face. Parce que, bon, il est difficile de tout gérer. Il est difficile de contrôler ce comportement de stigmatisation, un certain nombre de choses. Voilà. Et il y a des mesures édictées par le gouvernement pour protéger la population contre ce nouveau coronavirus. Oui. Mais il y a des gens qui opposent une résistance à ces injonctions préventives. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes? On peut dire beaucoup de choses. Mais ce que je peux mentionner, c'est que parmi ces personnes, alors, il y a probablement celles qui sont dans le déni. Les gens qui disent non. Mais comme ce virus n'existe pas, pourquoi on me dit de me protéger? Pourquoi on me dit telle chose? Il y a des gens qui par nature, banalisent les choses. Ils ne prennent pas au sérieux un certain nombre de choses. Ce n'est pas que ces personnes dénient. Hein. Non, non, non. Et ces personnes savent réellement que cette affection existe, mais dans leur façon de penser, de faire, elles banalisent les choses. Elles banalisent les choses. Mais pour d'autres personnes, c'est une sorte de défiance par rapport à l'autorité, pour certaines raisons que seules ces personnes connaissent. Donc c'est variable. Mais une chose est sûre, c'est que il faudrait amener ces personnes à comprendre un certain nombre de choses en travaillant sur leurs pensées, parce que effectivement, dans certains cas, les pensées erronées par rapport à une réalité ou bien à une situation peut amener à des comportements aussi inadaptés. Vous voyez? Voilà un peu ce que je vais dire. Voilà. Je vous propose de suivre ce sujet sur la perception de la Covid-19 et les mesures prises dans les milieux ruraux. Et c'est avec Sylvain Aboudou. À l'entrée de cette concession, un dispositif de lavage de mains installé par ce garant des us et coutumes pour sensibiliser sa population dévouée à Okopé dans la préfecture d'Amou sur l'urgence de l'heure. Des pratiques qui n'étaient pas de leur habitude, mais qu'ils appliquent désormais au quotidien pour parer à une éventuelle contamination au Covid-19. Des mesures auxquelles nous avons été au préalable soumises avant notre entretien. Des dispositions qui montrent à suffisance que l'information sur la pandémie a atteint toutes les couches sociales, même dans les rameaux les plus reculés où les mesures barrières sont également observées. Nous avons gongonné, nous avons demandé aux gens le port du masque, le lavage des mains et la distanciation. Parce que on a demandé aux gens de ne plus s'attrouper. On a demandé aux gens de ne plus... les enfants, on ne veut pas voir les enfants jouer ensemble. On ne veut pas voir dans un quartier ou bien dans un milieu où les gens seront encore en train de jouer les histoires à nord. Ce sont les dispositions que nous avons prises pour que nous annulons, bien pour que nous minimisons vraiment
et cette transmission de la pandémie Covid-19. Nous écoutons sur les ondes, les réseaux sociaux, et comment ça se passe ailleurs, les milliers de personnes qui meurent par jour, ils entendent. Et je crois que c'est par rapport à ça que la population aussi a pris maintenant une disposition ferme du port des masques. Si nous allons circuler dans le village maintenant, au moins on peut voir que dans les maisons, il y a le port des masques, il y a le système de lavage des mains. Voilà. Ici, enfants, jeunes et adultes ont également compris la mesure de la chose. Le lavage des mains, le port du masque, la distanciation pour briser la chaîne de contamination. J'ai porté le masque, c'est pour éviter la contamination du Covid-19. Oh, je suis au village, mais la maladie, je ne peux pas dire que je suis au village et puis je ne peux pas porter ça. La maladie, ça s'étend sur toute l'étendue du territoire. Et ça peut arriver chez nous aussi, dans ce village. Et tout le monde serait attaqué par cette maladie. Tout le monde, presque tout le village, l'observe en portant les masques. Il faudrait qu'on marche sur les règles et puis ça va aller. Mais quand on ne marche pas sur les règles, ça doit arriver. Parce que d'autres peuvent venir d'ailleurs et avec ça contamine. Voilà. Mais du moment où tu es resté sur place, est-ce que tu peux aller prendre ça ailleurs? Non. Donc c'est comme ça. Dans ce village de plus de 2500 habitants, un comité a été mis en place pour veiller au respect des mesures barrières et contrôler la présence de tout visiteur dans le village, histoire de prendre des dispositions idoines avant leur intégration dans leur famille. On a pris nos dispositions, d'abord par les sensibilisations. On a sensibilisé tout le village, depuis le bas âge jusqu'au vieillard. D'abord, pour le port de cachinet, après le lavage des mains et de suivre les étrangers qui vont venir chez nous. Parce que on est au village, nous avons des frères qui sont ailleurs. Si un frère vient chez nous dans ce temps-ci, d'abord on lui dit de se mettre à l'écart. Nous sommes dans une localité que nous avons la chance que nous avons des infirmiers qui sont proches de nous. Donc on invite les infirmiers, ils viennent, ils les voient d'abord 2, 3, 4 jours avant d'intégrer dans la famille. Donc c'est notre disposition. Si un étranger qui vient et qu'on lui dit cela qu'il ne veut pas accepter, on le renvoie. On le fait retourner catégoriquement. Parce que quand nous sommes au village ici, on n'a pas allé quelque part, on ne peut pas prendre la maladie. Mais quand ils viennent, on ne sait pas s'ils sont des gens contaminés ou pas. Donc, si eux autres aussi respectent ces recommandations, je pense que nous allons vivre ici, sains et saufs, sans avoir contaminé cette maladie. Le coronavirus n'épargne donc personne, même dans les milieux les plus reculés. Le respect des mesures barrières reste à être observé à la lettre pour mieux faire face à la pandémie et briser toute chaîne de contamination. Pour l'heure, vigilance et discipline, seule arme pour juguler le phénomène. On revient sur ce plateau, une fois encore, docteur. En quoi consiste la prise en charge médico-sociale du cas de Covid-19? Alors, vous voulez parler de la prise en charge médico-psychologique, c'est ça? Médico-psychologique plutôt. Parfait. Voilà. Alors donc, comme vous l'avez dit, cette prise en charge a 2 volets. Il y a le volet médical, il y a le volet psychologique. Enfin, pour reprendre exactement ce que vous avez dit. Donc, pour la prise en charge médicale, c'est ce que les médecins font. Et ils en parlent abondamment sur les plateaux de télé et sur les antennes de radio. Donc, je leur laisse cet aspect parce que ce n'est pas mon domaine. Maintenant, le volet psychologique. La prise en charge psychologique. Alors, à ce niveau, ça dépend de qui il est question. On prend en charge qui? Alors, si c'est au sein de la population, des gens qui sont stressés, qui sont anxieux, avec une écoute psychologique active, ça peut leur permettre de mettre de l'ordre dans leurs idées et de pouvoir aller à la recherche d'informations leur permettant de se protéger et de régler un certain nombre de problèmes. Maintenant, s'il s'agit des patients, c'est-à-dire des personnes qui sont malades,
de Covid-19. C'est vrai, le niveau élémentaire, c'est de leur offrir l'occasion de s'exprimer, de parler. C'est ce que nous appelons l'écoute active, l'écoute psychologique. La personne va décharger tout ce qu'elle ressent, son vécu de la situation, son expérience, ses craintes et pas mal de choses. Maintenant, le travail qui est beaucoup plus spécifique va concerner ce que nous appelons l'évaluation psychologique. C'est-à-dire, il s'agit d'analyser la personne dans son ensemble, sur le plan psychologique, pour comprendre ses problèmes, pour identifier ses problèmes et poser ce que nous appelons un diagnostic psychologique. Parce que, mais il faut savoir le problème qu'on veut régler, non? Il faut pouvoir identifier le problème de la personne d'abord. Donc, une évaluation psychologique qui aboutit à poser un diagnostic psychologique. Maintenant, quand on a pu identifier le problème, ou bien le trouble dont souffre la personne, le psychologue va recourir à ce qu'on appelle la psychothérapie, c'est-à-dire un traitement psychologique. Il s'agit d'un ensemble de techniques qu'on emploie pour agir sur les émotions de la personne, sur ses pensées, sur son comportement. Ça, c'est une catégorie. Bon, je vais éviter d'utiliser les termes très techniques, mais il s'agit de ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. Des thérapies, des techniques qui nous permettent d'agir à la fois sur les aspects cognitifs, sur les émotions et sur le comportement de l'individu. Maintenant, il y a d'autres thérapies qui sont de l'inconscient. Mais dans le contexte actuel de la COVID-19, je pense que les thérapies qui peuvent être facilement appliquées et qui peuvent être efficaces, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales. Comme il n'y a pas assez de temps, il y a aussi les techniques de relaxation qu'on peut aussi utiliser. Il y a aussi ce qu'on appelle chez nous la psychoéducation, c'est-à-dire il s'agit d'un moment où on donne suffisamment d'informations aux personnes concernées, que ce soit en population générale ou bien aux personnes malades, sur l'évolution des symptômes, les causes et ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais passer très rapidement pour dire qu'il y a aussi la famille. Pour des personnes qui sont porteuses de Covid-19, il y a leur famille. Et il y a aussi malheureusement le cas des familles qui sont endeuillées par la Covid-19. Donc il faut aussi prendre en charge ces familles. Et dans ces familles, en fonction des problèmes, les approches thérapeutiques seront aussi différentes et variables. Voilà. Vous avez parlé de l'écoute tout à l'heure. En quoi est-ce que le seul fait d'écouter quelqu'un peut-il le soulager? Écouter quelqu'un peut le soulager parce que on donne l'occasion à la personne de s'exprimer sans contrainte, sans jugement, sans parti pris. Et là, il y a une nuance qui s'impose. En réalité, on ne laisse pas la personne parler comme ça. Quand la personne parle, le psychologue en retour, à partir de certaines petites questions, l'amène à dire davantage, ou bien le psychologue, à partir de cette intervention, montre à la personne qu'il est en train de la suivre, qu'il est en train de comprendre ses problèmes et qu'il comment on dit, il fait preuve d'empathie, c'est-à-dire il comprend la souffrance de l'individu, ses problèmes et un certain nombre de choses. Et dans tout ça, nous le faisons dans le respect strict de la personne. Et quand la personne a toute cette latitude de pouvoir s'exprimer et en fin de compte se rendre compte qu'elle a écouté, qu'elle a été réellement écoutée, cela apporte du réconfort psychologique. Parce que là, c'est généralement pour certaines personnes, c'est largement suffisant pour qu'elles puissent retrouver le bon chemin, pour qu'elles puissent aller de l'avant. Voilà. Dans le même sens, on a entendu parler de la mise en place d'une cellule d'écoute et de prise en charge psychologique. Qu'est-ce qu'elle fait, cette cellule, et quelle est sa contribution à la lutte contre la Covid-19? Alors, cette cellule a pour rôle premier de donner la possibilité à la population en général, de pouvoir avoir droit à la parole, si je peux le dire ainsi. En fait, c'est l'écoute psychologique téléphonique
Parce que, vu le contexte de cette affection, vous voyez que, bon, pour des raisons de protection, c'est le code psychologique. Et là, les gens ont la possibilité de non seulement s'exprimer, mais aussi de poser des questions et de chercher des informations ou bien d'aller avoir des renseignements utiles par rapport à ce qui se fait et par rapport aux structures qui prennent en charge les personnes concernées. Et puis, ce qu'il faut faire lorsque les gens sentent ou bien manifestent quelques symptômes ou bien signes de Covid-19 ou bien qui peuvent être rattachés, bien sûr, ça c'est le mot qui convient. Donc, des signes ou bien des symptômes qui peuvent être rattachés à Covid-19. Ça, c'est le volet psychologique. Maintenant, par rapport à la prise en charge, vous voyez que comme les personnes qui ont la Covid-19 ne sont pas prises en charge sur n'importe quel site, vous voyez donc, les collègues psychologues travaillent de concert avec les médecins, bien le personnel soignant, pas médecins seulement, le personnel soignant, pour apporter leur contribution et contribuer ainsi à une prise en charge globale de ces personnes sur le plan médical et psychologique. Donc les médecins ou bien le personnel soignant s'occupant du volet médical et le psychologue du côté psychologique. Voilà donc un peu ce que je vais dire. Voilà. Maintenant, et les soignants eux-mêmes, est-ce qu'ils ont aussi besoin de vous pour leur protection? Oui. Comment les orienter, les soignants? Les soignants ont besoin de nous, tout comme nous avons besoin des soignants. Oui. Enfin, non, je parle du volet psychologie. Oui, j'en viens. Alors, les soignants, comme je l'ai dit tantôt, sont comme on le dit souvent, la première ligne dans la riposte. Ils sont à la première ligne au niveau de la prise en charge des personnes qui ont cette infection. Mais c'est vrai, les soignants, de par leur formation, peuvent être outillés à s'auto-prendre en charge. Mais il y a des moments où les soignants sont dépassés parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont anxieux, parce qu'eux aussi développent la peur. Et de surcroît, les gens s'épuisent mentalement et sur le plan professionnel parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais la personne va s'épuiser. Dans ce contexte-là, ces soignants ont besoin de l'accompagnement psychologique. Et là, on peut leur apprendre, comme eux sont les soignants, sont déjà préparés à beaucoup de choses, on peut leur apprendre des techniques de gestion du stress. On peut leur apprendre des techniques de gestion du stress, ou bien tout simplement leur donner une formation, ou bien les sensibiliser sur les techniques de relaxation, ou bien les techniques globalement de gestion du stress. Maintenant, si dans le groupe, il y a des soignants qui n'arrivent pas à gérer la situation, les psychologues sont là pour les accompagner et là dans un cadre beaucoup plus spécialisé. Voilà un peu ce que je veux dire par rapport à ça. Pour finir, docteur, l'après-Covid, comment rester psychologiquement motivé? Comment nous reconstruire? L'après-Covid, c'est vrai. Nous souhaitons que Covid passe très rapidement pour que nous puissions reprendre notre cours habituel. Oui, mais comment? Maintenant, nous devons savoir que personne ne maîtrise le jour, exact, le mois où Covid va disparaître. Maintenant, comment nous préparer alors? Nous devons nous préparer à vivre. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais nous devons nous préparer à vivre avec Covid-19. Nous préparer sérieusement à vivre avec ça. Et je suis sûr qu'en nous préparant, chacun d'entre nous va survivre, bien évidemment. Chacun d'entre nous ne tombera pas à cause de Covid-19. Maintenant, les personnes, il y a certaines personnes, malheureusement, qui vont souffrir de cette infection dans la durée. Voilà pourquoi, après Covid-19, nous les professionnels de la santé mentale, nous disons qu'il y aura une catégorie de la population qui pourra manifester un certain nombre de troubles psychologiques. Et dans ce contexte-là, déjà, on se prépare dans la prévention, on se prépare à la prévention, voilà, donc de prévenir. On fait tout pour prendre en charge les personnes qui ont la Covid-19, mais en même temps, on doit anticiper sur le futur pour réactiver les services d'assistance médico-psychologique pour que les gens qui déjà ne se sentent pas bien dans leur peau, comme on le dit souvent, non?
pour dire que les gens qui ont des problèmes puissent déjà pouvoir trouver des répondants, c'est-à-dire des personnes qui leur apportent du réconfort psychologique. Parce que lorsqu'on arrive à anticiper sur ces problèmes psychologiques, on évite que des troubles surviennent. Voilà, donc, je sais que nous avons les capacités de nous reconstruire, mais cela nécessite un accompagnement sur tous les plans, sur le plan médical, psychologique, et nous pourrons nous en sortir. Et pour sortir de cette émission, docteur, quel conseil à l'endroit de la population au moment où tout le monde, aujourd'hui, et certains pensent que la Covid-19 est en train de régresser? Voilà, oui, mais si la Covid-19 régresse, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Voilà, donc, étant donné que c'est une affection, vous voyez, comme c'est un virus, vous voyez, une affection virale, et étant donné les modes de transmission, pour le moment, nous ne pouvons pas dire que nous avons la maîtrise totale de cette pandémie. Voilà pourquoi chacun d'entre nous, il ne s'agit pas de parler seulement de la population, ou bien de parler à la population, nous sommes tous concernés, chacun d'entre nous doit redoubler d'efforts. Et comme le disait mes médecins, c'est le moment même de se méfier de ce qu'on connaît le plus, parce que généralement nous avons l'impression que les personnes qui nous sont proches sont peut-être à l'abri, je ne sais pas, de cette affection, alors que tout le monde est exposé à Covid-19. Donc, nous devons redoubler d'efforts, nous devons renforcer l'observation, ou bien l'observance des mesures barrières. Nous devons tout faire pour renforcer les gestes barrières. Parce que là, chacun de nous doit intégrer dans son fonctionnement de tous les jours le fait qu'il doit porter le masque, le fait qu'il doit se laver de façon appropriée et régulière les mains, le fait qu'il doit éviter les contacts sociaux très proches et bien d'autres choses qui sont édictées par les autorités compétentes en la matière pour nous protéger. Mais nous devons savoir que quand nous le faisons, c'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre santé, c'est pour notre propre survie. Et en même temps, cela permet de protéger des personnes qui nous sont chères. Cela permet de protéger les autres. Et quand cela est fait, vous voyez que c'est tout le Togo qui s'en sort. Pour dire que la riposte est à la fois individuelle et collective. Dire que la riposte est d'abord individuelle et après elle est comment? Collective. Voilà. Et quand tout cela est fait, je suis confiant que le Togo sortira très prochainement vainqueur de cette situation et nous allons rebondir. Nous allons tous rebondir et devenir beaucoup plus forts. Merci. Merci, Dr Kalina, d'être passé sur les plateaux de la télévision togolaise. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restons vigilants, prudents et surtout observons toujours les mesures barrières. À dimanche prochain.